Half-court heave, a prayer at the buzzer. Oh! He hits overtime! Yo tout le monde, c'est Bendy de l'Overtime. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Overcast, déjà le deuxième du coup de la chaîne, et qui sera sur un format un petit peu différent du premier, vu que Zach du coup qui a fait le premier podcast de notre chaîne YouTube était tout seul, et cette fois-ci je suis accompagné de Camille. Salut à tous. Donc aujourd'hui, comme Bendy a dit, c'est le deuxième Overcast, et aujourd'hui on va parler des Brooklyn Nets, dont ils bénéficient d'une hype en ce moment assez impressionnante. Avec l'arrivée d'Harden, on s'est dit que c'était le bon moment pour en parler. Oui, clairement Camille, on a les Brooklyn Nets du coup qui depuis maintenant quelques saisons, on va dire plus précisément 2 saisons, qui est on va dire sûrement la franchise de New York qui fait plus parler d'elle. On avait l'habitude d'avoir plus les Knicks sur le devant de la scène, et bah là les Nets bénéficient comme t'as dit d'une hype monstrueuse, parce que déjà l'arrivée de KD et d'Irving il y a maintenant plus d'un an de cela a fait parler et a fait jaser. Puis là il y a un certain barbu qui est arrivé il y a pas longtemps, James Harden du coup dans un blockbuster trade à 4 équipes. Pour rappeler le trade vite fait, on va vous le rappeler à l'oral mais c'est un petit peu compliqué, donc vous pouvez le consulter soit sur notre page Twitter @LovertimeNBA ou soit sur le screen de la vidéo YouTube. On a Brooklyn du coup qui reçoit James Harden dans le trade. On a Houston du coup qui reçoit Victor Oladipo, Dante Exum, Brandon Kurucs, 4 premiers tours de draft dont un qui appartenait à Cleveland, et 4 tours de draft swap du côté de Brooklyn. Et Cleveland qui eux acquiert Jarrett Allen et Taurean Prince, et Indiana Caris LeVert et un second tour de draft. Donc sacré trade Camille ça. Hein. Comme tu as dit, c'est un véritable blockbuster trade. On s'y attendait un peu et on s'y attendait pas vraiment en fait, parce que on savait que Harden voulait partir. Il a choisi d'aller aux Nets avec Kyrie Irving et Kevin Durant, et justement dans cet overcast là, on aura l'occasion de parler de la complémentarité de ces 3 superstars. Oui clairement, et comme t'as dit, en même temps on s'y attendait et en même temps on s'y attendait pas, parce que d'un côté on savait qu'il voulait partir, on savait que les Nets étaient une destination favorite pour James Harden, que ça discutait etc, mais il y avait aussi Philadelphie, on a parlé un moment de Miami. C'est vrai que au moment où ça s'est fait en fait, pendant quelques jours on n'en avait pas entendu parler. D'un coup on a eu un tweet du Vosges qui nous dit que ça discute entre James Harden et Brooklyn vers 18h je crois. Et là on s'est dit ouais ça se trouve ça va arriver avant minuit, et là boum, le 14 janvier à 22h30 bim, le trade d'Harden quoi. Ça s'est passé mais hyper rapidement. Ouais c'est ça, c'était vraiment très rapide. Moi je m'en rappelle, pour la petite anecdote, j'étais en train de regarder un match de foot et d'un coup je vois Twitter en feu. Vous savez tous comment c'est en ce moment avec la NBA, quand il y a une grosse rumeur ou une grosse information, quand on voit qu'Harden va être transféré à Brooklyn, on se dit ça va vraiment être un truc de fou. Faut quand même se dire que c'est Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden dans la même équipe, donc c'est potentiellement un des meilleurs trios offensifs. Ça a la tête en tout cas. D'un côté, tu as un mec, on va dire, qui a amené le côté street en NBA, qui est un petit peu le successeur de Allen Iverson, hein, quand on parle de crossover, qui joue un peu comme en street, etc. La référence à Allen Iverson, et plus récemment, on parle aussi de Kyrie Irving. T'as Kevin Durant qui est l'arme offensive ultime, le mec qui sait tout faire. À mi-distance, il peut avoir les 2 doigts dans les yeux, il la mettra. À 3 points en catch and shoot ou même en pull-up, il met. Il va dunker, il fait 2m13, il est hyper mobile. Je sais pas si à cette heure-ci en NBA, on a un meilleur attaquant que Kevin Durant, ou du moins un attaquant plus complet que lui. Et on a James Harden qui est sûrement le joueur en isolation le plus prolifique de la NBA depuis de nombreuses années. Donc c'est le meilleur trio offensif, je pense, sur les dernières années. N'en déplaise à Steph Curry, Klay Thompson et Kevin Durant, ça peut discuter, on verra bien. Pour le moment, ils ont rien prouvé, eux 3, du coup, Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant, à voir, mais ça discute entre ces 2 trios. Et c'est vrai que dans l'histoire, si jamais il y a la petite bagouze et si jamais ils font 2-3 saisons ensemble et puis que c'est monstrueux, oui, on en parlera, parce que pour moi ce trade fallait le faire pour la science au moins. Ouais, après je comprends cette théorie là de la science, t'es pas le seul qui le dit en ce moment. Pour la science c'est bien que James Harden joue avec Kyrie Irving et Kevin Durant. Moi peut-être que j'aurais pas forcément fait ce trade là, parce que on va le voir par la suite que l'arrivée de James Harden et le départ de quelques bons petits joueurs qui comptaient dans des secteurs importants du jeu, ça a fait un petit déséquilibre au niveau de l'équipe des Nets. Il y a des bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés depuis l'arrivée de James Harden. Donc ce que je te propose Camille, c'est que tout d'abord on va faire un point sur les Brooklyn Nets et l'avant Harden du coup, avant son arrivée sur le début de saison. T'as quelques chiffres il me semble, comment ils étaient, comment ils avaient commencé la saison, dis-nous tout. La saison pour les Nets, elle a commencé bien et moyennement on va dire, parce que sur les 13 premiers matchs, c'est un bilan de 7 victoires et de 6 défaites, donc ça reste moyen. Il y a eu des bonnes petites victoires, par contre il y a eu des défaites qui auraient pu être évitées. Il y a 3 défaites majeures, une contre
les Wizards, une contre les Hawks et une contre les Grizzlies. Donc voilà, c'est 3 défaites contre 3 équipes qui sont en théorie en dessous du potentiel des Nets. Mais bon, voilà, ça arrive dans une saison régulière, des défaites, il y en a inévitablement. Mais sinon, pour les joueurs cadres, surtout Kevin Durant et Kyrie Irving, Kevin Durant, c'est le second meilleur marqueur de la saison régulière, avec 31,2 points avant l'arrivée d'Harden, 7,5 rebonds et 6,9 passes de moyenne. Donc l'ancien joueur des Warriors a repris du poil de la bête depuis sa blessure au tendon d'Achille qui a eu lieu lors de la finale NBA 2019 face aux Toronto Raptors. Voilà, clairement, on a retrouvé un Kevin Durant en forme, un Kevin Durant peut-être plus en jambes que ce que les fans NBA auraient pu imaginer, dans le sens où t'as un gaillard de 2m13 qui domine par sa technique mais aussi par son physique. Bouger un physique comme ça, et surtout après le tendon d'Achille, c'est hyper compliqué. On aurait pu imaginer un Kevin Durant sur la réserve, un petit peu moins performant, et là il nous met un petit peu tous sur le cul, si je puis dire. Depuis l'arrivée d'Harden, du coup, il est redescendu à 29,5 points, mais c'est normal, c'est la répartition des shoots, parce que Harden, c'est quelqu'un qui prend des shoots, qui score aussi, même si on verra par la suite que son rôle est vraiment différent à Brooklyn qu'il a pu être à Houston. Mais voilà, on a un Kevin Durant qui est de retour, peut-être pas à 100%, on verra sur quelques points plus tard qu'il y a encore quelques petits couacs et quelques petites réserves à émettre, mais on a un Kevin Durant vraiment en forme, quoi. À cette heure-ci, au ranking MVP d'ESPN, il est à la 4e place, donc ça discute fort. C'est un Kevin Durant de compétition et un Kevin Durant qu'on aime, qui est de retour cette saison. Ouais, c'est ça, il est de retour, mais il n'est pas encore au sommet pour moi. En tant que grand supporter de Kevin Durant depuis le début, voilà, on sent qu'il y a encore des petites réserves et tout. Ça sent notamment sur quelques actions. On en parlait la dernière fois, Bendy, justement, que sur certains shoots, il regarde sa jambe où il s'est blessé. Donc voilà, il y a encore mentalement et physiquement encore quelques limites, ce qui est normal. Quand tu joues pas une saison pleine, tous ceux qui ont joué au basket et tous ceux qui ont fait du sport en général le savent, c'est jamais facile de revenir. Et si je me trompe pas, il doit flirter avec les 50-40-90, surtout cette saison, comme à son habitude d'ailleurs. Kevin Durant, il est quand même reconnu dans la NBA depuis son arrivée en 2008 pour avoir fait quand même pas mal de saisons en 50-40-90, et ça montre quand même l'efficacité globale de l'attaquant qu'il est. N'importe quelle franchise NBA, demain, s'il devait drafter un futur Kevin Durant, il serait choisi en numéro 1, c'est tout. C'est quand même un Kevin Durant cette saison qui, sur 19 shoots pris en moyenne par match, qui est à 53%, 45% à 3 points et 88% au lancer. Donc sachant que le gars il est quand même à 53% et à 45% à 3 points, voilà, on l'excusera pour les 2 derniers petits pourcents qui manquent pour les lancers francs. Pour parler de Kyrie Irving, qui était le second couteau du duo avec Kevin Durant. Kyrie Irving, ce début de saison, je sais pas ce que t'en penses, mais on retrouve le joueur élégant qu'on a connu. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait, Irving, pour revenir sur les stats avant Harden, c'est quand même 28,4 points, 4,9 rebonds et 5,8 passes. Donc voilà, un véritable très bon lieutenant pour Kevin Durant. Ce qui est intéressant avec la relation Durant-Irving, c'est quand même que les deux amis, ils se complètent parfaitement. Et quand l'un des deux est vraiment chaud, chacun a laissé l'autre diriger le jeu à sa manière. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, et c'est pour ça qu'il a un volume aussi de shoot à 3 points, même de shoot global plus important que les autres années, parce qu'en fait quand KD n'est pas sur le terrain, lui il l'est, et généralement tous les ballons passent par lui et prend beaucoup plus de shoots, ce qui est normal en fait dans le jeu et dans la rotation des Nets. Oui, d'ailleurs, lui aussi a perdu ses 2 petits points. Il a 27,5 maintenant, 2 points par match, suite à l'arrivée d'Harden. En fait, que ce soit KD ou Irving, ils ont perdu leurs 2 petits points par match, mais les stats de Irving en termes de pourcentage sont tout aussi admirables que celles de Kevin Durant, puisque sur un volume de shoot de 19,7 par match, donc on va dire 20 shoots pris par match, il shoot légèrement plus que Kevin Durant. Il est quand même à 53%, 43% à 3 points, et lui, il est à 94% au lancer. Donc lui est dans les 50-40-90. Ça te montre quand même la puissance offensive que cette équipe des Nets a quand même. On parle surtout là de Kevin Durant et de Kyrie Irving parce que ce sont les 2 superstars de cette équipe, mais il faut pas oublier tous les joueurs qui sont autour. Il y avait de très bons joueurs quand même avant que James Harden arrive aux Nets. Joe Harris, qui est toujours là, on le rappelle, très connu pour être un super shooter à 3 points. Jarrett Allen aussi, qui a connu un beau début de saison, vraiment impressionnant par sa mobilité en tant que pivot, sa capacité au rebond, sa capacité de contre, voilà, sa capacité de défenseur en général. Il y avait aussi Caris LeVert qui était le leader de cette seconde unit, qui a bien dominé cette rotation de Brooklyn. On a résumé un peu ce qu'était Brooklyn avant le trade d'Harden. Maintenant, on va passer à l'arrivée d'Harden et du coup à ce que Brooklyn a perdu. Brooklyn, comme tu l'as dit, et comme on l'a dit du coup pour le trade, ils ont perdu Taurean Prince, Jarrett Allen, Randy Kurucs, Caris LeVert. Le secteur intérieur a été un petit peu sacrifié dans le trade d'Harden ici.
Ouais, comme tu dis, le secteur intérieur a été un peu laissé de côté parce que t'as Jarrett Allen qui est quand même pivot de la seconde unit, qui pouvait même jouer parfois en tant que titulaire à la place de DeAndre Jordan et vraiment qui était très très bon. Franchement, on en parlait ensemble, là, Bendy. Voilà, Jarrett Allen, c'était vraiment une révélation de ce début de saison. Bon, Rodion Kurucs, il jouait pas beaucoup, donc là, ce n'est pas vraiment une grande perte pour les Nets. Mais bon, Taurean Prince, il était pas mal, tu vois, c'était un petit gars d'expérience. Et on sait très bien qu'il faut des joueurs expérimentés pour emmener une équipe au sommet. Mais bon, on va dire surtout que c'est Jarrett Allen, hein, l'élément principal qui manque à cette équipe des Nets, et on le remarque sur les 10 derniers matchs que les Nets ont joué. On a tous l'image en tête, je pense, du game qui sort contre Rudy Gobert où il mange Rudy Gobert des deux côtés du terrain. Jarrett Allen avait un réel impact défensif de une déjà, et ce qui faisait réellement du bien à la raquette des Nets, et d'autant plus que son impact offensif n'était pas négligeable non plus. Il était en double-double avant de quitter Brooklyn. C'était un joueur qui était à 11 points et presque 11 rebonds de moyenne avec 1,6 contre, et tout ça en 25 minutes. Donc c'est des stats qui sont vraiment dignes d'un très bon pivot en NBA. Ça montre quand même que le gars, si tu lui files un peu de responsabilité et que tu lui files un peu plus de minutes, ça peut être vraiment prolifique pour l'équipe pour laquelle il évolue. C'est vrai que là, on remarque que dans le trade, qu'il y a un réel déséquilibre maintenant dans l'effectif de Brooklyn. C'est que certes, t'as 3 superstars qui sont James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving. Certes, t'as toujours Joe Harris qui est ton sniper, qui, si jamais 2 des 3 ou même les 3 ont du mal, et ben tu peux trouver Joe Harris, tu peux faire en sorte que les 3 attirent les défenseurs et laisser Joe Harris ouvert, et il prend feu et puis il met sa vingtaine de points dans le match. Joe Harris, c'est quand même 15 points de moyenne à côté de 3 superstars offensifs qui sont à quasiment 30 points de moyenne, donc c'est quand même admirable. Mais derrière, tu as un réel déséquilibre dans la raquette en fait, parce que t'as un DeAndre Jordan vieillissant à 32 ans, avec le physique qu'il a, ça commence à se ressentir. DeAndre Jordan, ce n'est plus le DeAndre Jordan de Lob City. Défensivement, son impact, il est moindre, et on est très déçu de lui défensivement parce qu'on sait qu'il est capable. C'est un ancien mec qui était dans les halls défensifs, quoi. Et là, à cette heure-ci, il est plus capable, quoi. Il est trop attiré par le ballon, il se fait prendre dans le dos par un mec qui va couper. Tu me l'as dit en off, pour toi, c'était un feignant à cette heure-ci. Et je pense que c'est le mot qui le décrit. Je sais pas s'il s'économise parce que physiquement ça va plus ou s'il fait son feignant. Ouais, pour moi, DeAndre Jordan, là, il fait un peu son feignant parce que c'est un gars qui est capable, on le sait. Voilà, comme tu as précisé, ces années Lob City, c'est quand même quelque chose. Hein. Faut se dire que la raquette des Clippers à l'époque, c'était DeAndre Jordan et Blake Griffin. Bon, c'est sûr qu'ils n'avaient pas 32 ans, mais bon, on sait que DeAndre Jordan, il y a 1 ou 2 années, derrière nous, ça faisait le taf comme il fallait. Mais bon, là, je trouve qu'il fait un peu son feignant. Là, il doit se dire, à mon avis, qu'il est avec ses potes et tout. On joue à la cool pour le moment, on se fait pas trop chier. Moi, je pense que c'est plus de la fainéantise. Quand les choses sérieuses vont commencer pour les Nets, il y a moyen qu'il se réveille, mais je pense qu'il faut pas qu'il attende trop. C'est jamais bon, surtout à cet âge-là. Oui, bah clairement, je pense que t'as tout dit, et on l'espère pour Brooklyn, du coup, que ce n'est que passager, parce que c'est le réel déséquilibre qu'il y a dans ce trade. À cette heure-ci, la raquette de Brooklyn, mais elle peut se faire tabasser par n'importe qui en fait. T'as Reggie Perry qui sait pas jouer au basket, t'as Jeff Green, et voilà quoi. T'as un mec DeAndre Jordan qui est censé être un très bon défenseur qui au final ne l'est plus, ou du moins pour le moment ne l'est pas. Voilà, donc comme tu l'as dit, le secteur du poste bas, pour le moment, il n'est pas très fourni. Bon, nos amis des Nets ont quand même essayé de faire venir quelques petits gars. Il y a eu 2 grandes arrivées au poste bas. Il y a eu Norvel Pell d'abord. Oui, bah Norvel Pell, en fait, c'est pas quelqu'un qui va te prendre de la place offensivement, hein. C'est assez limité offensivement. Même au niveau de la mobilité, c'est assez limité, parce que c'est quand même un gaillard qui est assez lourd, mais qui est solide sur ses appuis, et qui est vraiment un pur rim protector, quoi. C'est un mec qui va te protéger la raquette, et s'il reste dans la raquette, il te fait le chantier qu'il faut, quoi. C'est pas quelqu'un qui tient 30 minutes, c'est pas quelqu'un qui sera performant sur la durée dans un match, mais c'est quelqu'un, si tu lui donnes une dizaine de minutes, 15 minutes dans un match, et ben il te fera le taf. Il te fera tes 2-3 contre, il pourra te prendre 7-8 rebonds. Il y a aussi l'arrivée justement de Noah Vonleh. C'est une arrivée qui compte un peu pour l'effectif des Nets, c'est bien pour le roster en général, mais bon, au niveau de l'impact au poste bas, il n'y en a pas vraiment. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Bendy. Noah Vonleh, c'est un pur stretch fort en fait. C'est un poste 4 de formation qui s'écarte, qui shoot à 3 points, qui shoot à mi-distance, comme tu dis. C'est un gaillard qui est costaud, c'est un ancien pick de loterie, drafté 9ème en 2014, mais qui a eu une carrière un petit peu cataclysmique, entre guillemets, qui n'a jamais confirmé, qui n'a jamais fait de grosse saison, qui n'a jamais eu un rôle essentiel dans une franchise. Là où il a été le plus performant pour moi, ça reste à Portland, et il n'était pas non plus indispensable. Défensivement, ça se tient, mais c'est pas non plus un grand défenseur. On a un peu retranscrit les 2 arrivées des 2 joueurs au poste bas que les Nets ont pris là ces dernières semaines. Donc c'était une volonté de la part du staff de Steve Nash de recruter au poste bas.
Comme Bendy a dit, bien justement, voilà, c'est au poste bas que le mal est présent. Bendy et moi, on a réfléchi à un type et un profil de joueur qui correspondrait à Brooklyn, voilà, au poste bas. Donc, Bendy et moi, on a pensé à Javal McGee, qui est actuellement aux Cavaliers. Donc, voilà, ancien joueur des Warriors, ancien baguette avec les Warriors, ancien coéquipier de Kevin Durant, un profil parfait pour Brooklyn. C'est vrai que maintenant, depuis l'arrivée de Noah Vonleh, le roster de Brooklyn affiche complet, mais on se dit que le secteur intérieur ne peut pas rester comme ça. Si Brooklyn, leur réel objectif, c'est d'aller chercher la bagouze, tu ne peux pas être champion avec une défense aussi poreuse. Il y a peut-être un petit trade à monter. Il est capable de commencer titulaire et de se partager les minutes avec DeAndre Jordan. Les deux, ils feront le taf dans la raquette. DeAndre Jordan, ça le soulagera sûrement. Pour soulever peut-être un deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été envoyés dans le trade de James Harden du côté de Brooklyn, et puis on a un effectif qui s'est un petit peu, rétréci, qui est un petit peu plus pauvre en profondeur, et le banc est aussi un petit souci depuis l'arrivée de James Harden et depuis ce trade, Camus. Quand on voit le 5 de départ des Nets, donc DeAndre Jordan au poste de pivot, Kevin Durant en ailier fort, Joe Harris en ailier, James Harden en arrière et Kyrie Irving au poste de meneur, on se demande qui reste justement derrière ces 5 joueurs-là pour effectuer la rotation. Et donc voilà, Jeff Green, qui est peut-être aujourd'hui le patron de cette seconde unit, connaît ses qualités, ça fait quand même aussi beaucoup d'années qu'il est en NBA, donc on sait que c'est un attaquant assez intéressant, qui est capable de jouer au poste, mais qui est aussi capable de s'écarter du cercle pour prendre des bons shoots. Il a démontré un peu sa capacité offensive lors des 20 premiers matchs des Nets cette saison. Bendy, je sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais il n'y a pas vraiment de joueur qui a un impact aussi important qu'a pu connaître les Nets au début de la saison avec Caris LeVert et Jarrett Allen notamment. Ce qui manque pour moi au banc des Nets à cette heure-ci, et je pense que c'est l'idée que t'as, c'est de la productivité tout simplement. C'est une seconde unit qui est capable en toute autonomie de produire des points, de produire une défense qui est capable du coup de faire des stops, et c'est vrai que là, si quand t'envoies ta seconde unit, tu laisses pas un ou deux titulaires, tu sens que Brooklyn ils vont être perdus quoi. C'est pour ça que pour moi le banc n'est pas assez profond. Il manque clairement Dinwiddie. C'est le joueur qui manque au banc de Brooklyn. Le joueur référence en sortie de banc qui est capable de gérer une seconde unit, et ben Brooklyn ne l'a pas pour le moment. Spencer Dinwiddie, s'il n'était pas blessé, il aurait été dans la rotation, ça aurait été le 6e homme de cette équipe, le leader technique et mental de cette seconde unité. Il aurait eu tous les ballons, mais bon, il est pas là. Donc le problème c'est quoi? C'est que Steve Nash et ses adjoints, ils ont dû faire des choix, et en fait le choix qui s'impose à eux malgré eux, en fait c'est à chaque fois laisser les 3 superstars avec la rotation. Et en fait c'est ce qui se passe depuis l'arrivée de James Harden. En fait le schéma tactique c'est celui-ci. Quand on a les 3 superstars qui débutent le match, après vers la moitié du premier quart-temps, t'as une des 3 superstars et notamment James Harden qui sort pour se reposer et pour laisser Kevin Durant et Kyrie Irving avoir cette complémentarité qu'ils avaient au début de saison. Après les deux sortent et c'est James Harden qui rentre avec la seconde unité, et James Harden a les clés du camion comme on dit. Après il y a plusieurs solutions qui s'offrent aux Nets, surtout offensivement. James Harden qui est quand même le roi de l'isolation dans la NBA actuelle, qui est capable de jouer seul en 1 contre 1. Après, il peut aussi très bien jouer en pick and roll avec DeAndre Jordan, et il a quand même une belle complémentarité avec lui. De toute manière, James Harden, avec n'importe quel pivot athlétique, la complémentarité, c'est quelque chose de inné. Si on remonte un peu plus dans le temps, et puis au début d'Harden aux Rockets à Dwight Howard, et plus récemment à Clint Capella aussi. De toute manière, dès que James Harden a eu un pivot athlétique à côté de lui, il s'amuse, ils se font la poire. C'est inné, c'est pick and roll, le pivot qui roule vers le cercle, il l'envoie au alley-oop, et puis ça dunk, et puis voilà. Tu vois, c'est un move qui est tellement prévisible, mais les défenses n'arrivent pas à le défendre parce que c'est super bien exécuté, c'est à la perfection, c'est au millimètre près, et c'est vrai que James Harden, il peut avoir n'importe quel pivot athlétique à côté de lui, avant même de lui demander son prénom, il va l'envoyer au alley-oop. Il peut ne pas connaître son prénom, et l'alchimie est quand même présente. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. Pour le moment, les Nets n'ont pas le choix justement dans cet aspect tactique de laisser une des 3 superstars avec la rotation pour qu'il y ait une certaine productivité, comme on l'a dit, comme tu l'as dit Bendy. Mais donc du coup ça pose quand même un problème, pas au niveau de la saison régulière, bon quand même un peu, mais ça va surtout poser problème en play-off où il y a quand même besoin d'un banc solide. Surtout que t'as 2 de tes 3 superstars qui reviennent de blessures, qui sont peut-être pas encore à 100%. T'as besoin en play-off pour moi d'un banc prolifique pour permettre de garder tes titulaires au frais. On s'en rend pas compte, mais les play-offs, ça demande un niveau physique encore un cran au-dessus de la saison régulière. C'est une autre compétition, et c'est vrai que c'est très intense comme période, et pour tenir, les grandes équipes d'ailleurs ont un banc qui sont capables de garder leurs titulaires un minimum au frais pour qu'ils puissent tenir toute la campagne. Kevin Durant et Kyrie Irving auront besoin de ça. James Harden peut-être aura besoin de ça aussi. Les titulaires
vestiaire auront besoin de ça. Et c'est pour ça que les Nets ont ce besoin d'étoffer leur effectif et de le rééquilibrer surtout. Et du coup, il faut compenser ce manque à l'intérieur. Jusqu'ici, en fait, on a mis en exergue les points négatifs, mais bon, les points négatifs à côté des points positifs, en fait, c'est peut-être pas vraiment grand-chose parce que, comme on l'a dit, l'équipe des Brooklyn Nets cette saison, c'est quand même quelque chose offensivement. On va en parler maintenant, justement, de cette complémentarité entre Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving d'un point de vue offensif. Si on fait un résumé global depuis l'arrivée de James Harden, les Nets sont quand même 3e dans la conférence Ouest avec 14 victoires et 11 défaites. Donc, depuis l'arrivée de James Harden, c'est un bilan de 7 victoires et de 5 défaites. Sur le papier, ce n'est pas vraiment différent de l'ère avant Harden, mais dans le jeu, on ressent quand même qu'il y a beaucoup plus de solutions offensives, n'est-ce pas, Bendy? Oui, voilà, on voit que le ballon circule mieux, qu'il y a plus de solutions offensivement, que tu as beaucoup d'options, que n'importe qui peut finir, que le danger vient un peu de tous les coins du côté des Nets. D'ailleurs, l'offensive rating est assez impressionnant depuis l'arrivée d'Harden. Les Nets pointent à la première place du classement de l'offensive rating, du coup, sur les 12 derniers matchs, donc depuis l'arrivée de James Harden, et avec un chiffre impressionnant de 121 points par match. Dans l'optique où les Nets resteraient sur ce rythme, ça serait le meilleur offensive rating de l'histoire de toute la NBA, 121 points par match, tu te rends compte, ça veut dire que t'es l'équipe adverse, t'affrontes les Nets, tu rentres sur le parquet, tu te dis bon ce soir si on veut gagner faut en mettre 122 quoi. C'est exactement ça, et c'est un peu le cas qu'on a eu avec le match contre les Wizards, qui s'est fini sur le score de 149 à 146 pour les Wizards. Faut quand même s'imaginer que c'est presque 300 points sur un match, ça arrive pas tous les jours. J'ai quelques stats pour vous montrer à quel point le niveau offensif des Nets est quand même impressionnant. Dans l'ère des Warriors entre 2015 et 2018, on a quand même eu Stephen Curry, Klay Thompson et Kevin Durant, qui sont quand même réputés pour être 3 sacrés scoreurs lors de la saison 2016-2017. La moyenne de points des 3 joueurs, c'était 25,3 points pour Stephen Curry, 25,1 points pour Kevin Durant et 22,3 points pour Klay Thompson. Donc si on regarde les stats actuelles des 3 joueurs des Nets, c'est quand même supérieur à ce que les Warriors ont pu produire lors de cette saison 2016-2017. Surtout au niveau de la répartition des points, c'est quand même impressionnant. Au niveau de la répartition des points, on a du coup Kyrie Irving à 27,5, Kevin Durant à 27,5 et James Harden à 24,4 cette heure-ci. En termes de points créés, on a Kyrie Irving qui fait ses 5-6 passes décisives par match, on a Kevin Durant qui fait ses 5 passes décisives par match et on a James Harden qui à l'heure actuelle est le meilleur passeur de la NBA. Du coup en termes de points scorés, de points créés, c'est énorme pour ce trio. Ils sont à l'origine de quasiment tous les points des Nets cette saison. D'ailleurs, petite ligne de stats de James Harden depuis qu'il est arrivé aux Nets. Il shoot un petit peu moins, il prend un petit peu moins de 16 shoots par match en moyenne. Il est à 23,6 points et 11,8 passes décisives et même 8,1 rebonds. Donc c'est quasiment un triple-double pour Harden depuis qu'il est arrivé aux Nets, avec des pourcentages vraiment très propres, puisque Harden ça shoot à 49%, il est à 38% à 3 points et il est à 87% au lancer franc. Ça se rapproche comme du 50-40-90 aussi pour Harden et ça c'est très impressionnant si on met en relief les stats du trio. Pour en venir à Kyrie Irving, on a l'impression qu'il joue comme s'il n'y avait pas encore eu le trade de James Harden. Kyrie Irving, les actions qui commencent par lui se finissent par lui. Si vous regardez bien les matchs des Nets, c'est très rare les passes que Kyrie Irving adresse à James Harden. Il y a beaucoup de passes pour Joe Harris, pour Kevin Durant, mais c'est vrai que Kyrie Irving ne joue pas avec James Harden. Donc pour moi, en fait, une des clés justement de la réussite des Nets cette saison, c'est aussi la complémentarité que James Harden va avoir avec Kyrie Irving. Parce qu'en fait, Kevin Durant, il va pas jouer tout le temps. Il peut pas jouer 48 minutes chaque soir. Donc il y a des moments, il va y avoir des passages dans le match où James Harden va se retrouver avec Kyrie Irving. Harden, on trouve que son adaptation est assez remarquable. En très peu de matchs, il s'est direct mis au diapason. C'est le rôle qu'il doit jouer, il sait ce qu'il doit faire, connaît son rôle, il le fait à la perfection. James Harden, pour moi, c'est super bien adapté. Kevin Durant a su s'effacer comme il le fallait et puis se sacrifier. Et c'est vrai que Kyrie Irving, pour moi, il pourrait laisser un petit peu plus de place à James Harden au scoring et puis même encore à Kevin Durant dans le sens où on a l'impression que quand Kyrie Irving et James Harden sont sur le terrain, on a l'impression que Kyrie Irving sait que James Harden va distribuer. Et il se dit, moi j'ai juste à finir, je lui laisse la distribution, alors que Kyrie Irving est capable aussi d'organiser le jeu. Il est capable de servir James Harden pour que James Harden finisse. Et c'est dommage, c'est que ça va dans un sens, mais ça va pas dans les deux. On trouve en fait que le trio marche bien. Pour une dizaine de matchs, franchement, ça aurait pu être pire et que la complémentarité est là. On voit que ça joue bien, on voit que ça marche, mais on pense que ça pourrait encore mieux marcher. Et ça doit venir de Kyrie Irving en fait.
Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour le moment, les trois, ils n'ont pas vraiment beaucoup joué ensemble, hein, Bendy. C'est ça, entre le management à l'égard de Kevin Durant et Kyrie Irving qui reviennent de blessures, qui peuvent être mis de côté quelques matchs, notamment pour les back-to-back. Pareil pour James Harden, on avait vu qu'il avait été mis au repos contre Washington. Et aussi le protocole sanitaire qui complexifie encore un peu plus les choses. C'est vrai que l'arrivée de James Harden, on n'a pas beaucoup vu les trois ensemble. Hein. Sur les 12 premiers matchs, si je dis pas de bêtises, on a dû les voir 6 fois jouer ensemble. Donc du coup, juste la moitié des matchs. Voilà, c'est un petit peu dommage, on reste un petit peu sur notre fin aussi. Ouais, c'est clair, et on espère quand même voir de nombreux matchs avant les playoffs où les trois superstars vont évoluer ensemble. Ça nous donnera un peu aussi une petite démonstration de ce que ça peut être les playoffs. On a parlé tout à l'heure de la défense peureuse des Nets depuis l'arrivée d'Harden parce que le secteur intérieur était un petit peu affaibli, voire même beaucoup affaibli. Le chiffre qui est intéressant, c'est que depuis l'arrivée d'Harden, les Nets sont la première offensive rating. Les Nets sont aussi la pire defensive rating avec 119,9 points encaissés par match. Et ce qui représenterait, à contrario du coup de la stat opposée, la pire defensive rating de l'histoire de la NBA si à la fin de la saison, les Nets gardaient ce rythme défensivement. Ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que tu dis d'un côté que ça pourrait être la meilleure attaque qui ait jamais eu de l'histoire NBA, mais ça pourrait être aussi la pire défense qui ait jamais eu de l'histoire NBA aussi. C'est ça qui est un peu paradoxal. Donc au niveau des stats, hein, on parle après peut-être dans le jeu, c'est peut-être pas la pire défense qui ait jamais eu en NBA. C'est ce paradoxe-là qui est un peu intriguant en fait. Mais pour moi, tout ça provient en fait du coaching hein, d'abord. Hein. Steve Nash est le coach de cette équipe, mais bon, moi j'ai mon propre avis que je vais vous exposer maintenant sur le coaching des Nets. Pour moi, Steve Nash n'est pas le coach. Pour moi, c'est Mike D'Antoni le coach. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais pour moi, Steve Nash est la marionnette de Mike D'Antoni. Dans le sens où Steve Nash, pour le moment, il reproduit les stratégies que Mike D'Antoni réalisait à l'époque des Phoenix Suns où Steve Nash jouait avec Amare Stoudemire. Donc on rappelle aussi qu'Amare Stoudemire est aussi un adjoint avec Mike D'Antoni et Jacques Vaughn qui est l'ancien adjoint de Kenny Atkinson quand il était au poste de coach. Oui, il y a un petit peu de vrai dans ce que tu dis. Après, pour moi, ça reste quand même un processus normal pour un coach rookie, surtout que Steve Nash a la chance d'être accompagné par un Mike D'Antoni qui a de l'expérience dans la NBA, qui a été coach de l'année, hein, et il a cette chance d'être accompagné par Mike D'Antoni, et je pense que c'est le processus normal pour un coach rookie de prendre exemple sur quelqu'un d'expérience et sur quelqu'un qui a réussi pour ensuite essayer de compléter sa philosophie de jeu avec l'expérience de quelqu'un d'autre qui a déjà réussi en NBA pour essayer de rendre une copie très propre et très prolifique à la fin, tu vois. C'est vrai qu'on voit un petit peu de Mike D'Antoni quand on voit par exemple les pick and roll de James Harden et d'Andre Jordan, on voit du Mike D'Antoni quand on voit un sign de départ contre OKC si je me trompe pas, où on voit que le pivot c'est Jeff Green et que James Harden est au poste 4, ça c'est du Mike D'Antoni tout craché, hein. On voit du Mike D'Antoni sur le fait que Brooklyn ça arrose à 3 points, parce que Brooklyn peut se le permettre, parce qu'ils ont de très bons shooters à 3 points. Mais c'est vrai qu'on voit aussi un petit peu de Steve Nash dans le sens où le ballon circule, Mike D'Antoni, le ballon ne circulait pas aussi bien que ça à Houston, qui circule à cette heure-ci à Brooklyn, et il y a une petite touche de Steve Nash quand on voit le ballon circuler en attaque, quand on voit les pick and pop avec Joe Harris. Voilà, c'est un petit peu la touche Steve Nash où le danger peut venir d'un peu n'importe où, et James Harden reproduit un petit peu le rôle qu'avait Steve Nash en tant que joueur quand il initiait les systèmes. Je pense que les deux philosophies de jeu, que ce soit Mike D'Antoni et Steve Nash, se complètent, et que la philosophie de jeu de Steve Nash va petit à petit prendre le pas, et il va améliorer son coaching. D'ailleurs, on voit déjà quelques progrès, hein. Steve Nash dans les temps morts, dans ses rotations, c'est un petit peu plus crédible et un petit peu plus logique. C'est vrai que pour le moment, il n'y a que 20 matchs qui ont été joués. Mais en fait, moi, j'ai peur que Steve Nash ne réussit pas à mettre sa patte. Pour le moment, pour moi, c'est du Mike D'Antoni basket. C'est, comme tu as dit, du small ball. James Harden, organisateur comme Steve Nash. DeAndre Jordan, qui a un peu le rôle d'Amare Stoudemire, qui finit un peu les pick and roll. Donc, en fait, pour moi, c'est une reproduction des Phoenix Suns 2010. Et moi, ce que j'adore de Steve Nash, et ça va être une des clés aussi de la réussite des Nets en playoff, c'est que Steve Nash parvient à trouver une certaine modernité. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que de toute manière, du côté de Brooklyn, il y avait volonté de mélanger le vintage Mike D'Antoni avec la modernité que peut apporter Steve Nash. Je pense que les Nets se sont dit, si le Steve Nash joueur se reflète sur la personnalité du Steve Nash avec la casquette de coach, ça peut rendre vraiment quelque chose de bien, associé à Mike D'Antoni, à Jacques Vaughn qui connaît déjà la maison et puis qui gère un petit peu tout avec sa baguette dans l'ombre, et puis avec un Stoud qui connaît aussi bien la philosophie de jeu de Steve Nash, vu que ça a été son lieutenant tout simplement. Mais voilà, si les Nets arrivent à se mettre au diapason défensivement et passer de la pire défense NBA à une défense de la première moitié de la NBA, je pense que les Nets, ça peut vraiment aller très loin en play-off.
Et ben, ce que je te propose, Bendy, maintenant, c'est qu'on s'intéresse à nos petits pronostics. Donc, on va voir maintenant comment les Nets vont s'en sortir dans ces playoffs de la saison 2021. Donc, Bendy... Bah écoute, déjà tout simplement pour remettre dans le contexte des playoffs, moi les Nets, je les mets en 2. Dans ma prédiction de début de saison, chez moi, ils affronteront les 7e, qui sont a priori dans ma prédiction les Wizards. Vu à la place dans laquelle ils sont, je vais les redescendre gentiment en bas, je vais tricher un peu et puis je vais remonter tout le monde. Et du coup, c'est les Pacers que j'avais mis en 8. Bah contre les Pacers, je vois les Nets quand même passer assez facilement, dans le sens où même si Sabonis et Miles Turner peuvent poser un petit peu problème offensivement à la raquette des Nets, qui restera malgré la potentielle acquisition d'un autre intérieur le point faible de cette franchise, je pense que l'impact défensif de Miles Turner sera moindre, dans le sens où va falloir qu'il s'écarte pour défendre. De ce point de vue, que ce soit individuellement ou collectivement, les Nets prennent le pas offensivement sur les Pacers et leur défense ne tiendra pas. Je vois les Nets passer à les 4-1. Je mets quand même un game aux Pacers pour un potentiel Sabonis game qui pourrait faire mal à la faible raquette de Brooklyn. Moi, j'avais mis les Nets en 3e position. J'imagine aussi que les Nets affronteront les Pacers au premier tour, parce que moi, je vois les Pacers 6e. Je vais rejoindre un peu ce que tu as dit. Donc, je vois comme toi un 4-1 où l'attaque des Nets sera largement supérieure à celui des Pacers. Donc voilà, 4-1 pour moi. Donc on voit tous les deux passer les Nets en demi-finale de conférence, qui, moi de mon côté comme de ton côté, du coup affronteront les Bucks, sauf cataclysme de la part de Milwaukee au premier tour, vu que nos 2 et nos 3 sont les Bucks et les Nets, mais pas respectivement à la même place. De mon côté, les Bucks sera le premier gros test pour Brooklyn, du coup en playoff, vu qu'on a un géant grec qui se prénomme Giannis Antetokounmpo en face, et on a surtout une équipe très équilibrée des Bucks, qui possède des joueurs aussi talentueux offensivement que défensivement, la personne de Jrue Holiday, Chris Middleton, Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo, un banc de qualité et un coach qui excelle défensivement. D'un autre côté, on a les Brooklyn Nets qui excellent offensivement, qui possèdent Kevin Durant qui est indéfendable et qui sera sûrement en duel avec Giannis Antetokounmpo, et James Harden et Kyrie Irving qui seront en duel avec Jrue Holiday et Chris Middleton. Pour moi, en fait, l'attaque des Nets et la défense des Bucks vont se neutraliser et c'est inévitable que cette série finisse en 7. Et ce qui fera la différence dans le match 7, c'est l'expérience des joueurs de Brooklyn par rapport aux joueurs des Bucks en fait. Dans l'effectif des Bucks, on n'a aucun joueur qui est bagué et même aucun joueur qui a connu, si je me trompe pas, des finales NBA. Alors que dans l'effectif des Nets, on a des champions, on a des joueurs qui ont porté des équipes en playoff qui sont allés loin, des joueurs qui ont connu des campagnes de playoff mémorables. Et pour ça, je pense que c'est ce qui permettra à Brooklyn de prendre l'ascendant sur Milwaukee lors d'un Game 7. Bah écoute, une nouvelle fois, pour moi, t'as fait le tour et t'as bien résumé cette série. Bon, ce que je vais rajouter, moi, c'est que l'attaque des Nets, elle est un peu au-dessus de l'attaque des Bucks, mais en fait, la défense des Bucks est largement au-dessus de la défense des Nets. Donc du coup, c'est là où il y a vraiment un déséquilibre dans cette série, en fait. Et donc pour moi, ça va être très serré. Ça va aller en 7, ça va être un 4-3. Et la clé de la réussite des Nets, ça sera une meilleure défense que ce qu'a produit jusqu'ici l'équipe de Steve Nash. Donc il faut vraiment qu'il y ait un réveil défensif de la part des joueurs des Nets s'ils veulent espérer passer ce tour-là. Oui, puis justement, on imagine dans cette optique aussi que Steve Nash passe le pas dans son coaching et puis qu'il mette au fur et à mesure de la saison son empreinte pour pouvoir gérer une campagne de playoff. Et maintenant, je vais laisser la parole à Camille dans l'optique des finales de conférence. Tu vois les Nets affronter qui, toi, même si je crois qu'on a la même équipe en tête? Oui, on a la même équipe en tête, on a les Sixers en tête. Normalement, ce devrait être l'équipe qui devrait affronter les Nets en finale de conférence, enfin pour nous en tout cas. Ça serait une très belle série. Les Sixers ont quand même bien évolué depuis l'année dernière, avec l'arrivée de Danny Green, de Seth Curry, l'arrivée de Doc Rivers aussi en tant que coach. Ça a bien changé la philosophie des Sixers. Pour moi, la clé principale de cette série sera surtout Joel Embiid. L'impact de Joel Embiid sur cette série va influencer toute la série en elle-même. La défense poste bas, ça va vraiment être le point négatif et le point faible de cette équipe des Nets, et Joel Embiid, je pense, ne va pas hésiter à marcher sur les Nets lors de cette série. Après, je pense que quand même le niveau offensif des Nets est quand même encore supérieur à ce que les Sixers peuvent produire en playoff, parce qu'on le sait très bien que mentalement les Sixers, ça reste encore un peu fragile, surtout avec le risque de bis repetita qu'il peut y avoir suite à l'élimination en 2019 face aux Toronto Raptors avec le shoot assassin de Kawhi. J'espère pas, en tout cas en tant que fan des Sixers, j'espère pas, mais je pense que ça va finir en 7 aussi sur un 4-3 pour les Nets. Ce qui serait cruel, n'empêche, pour les Sixers
Oui, clairement, ça serait une deuxième désillusion et je suis plutôt d'accord avec toi aussi sur ce point. De toute manière, on va se rejoindre assez souvent, je pense. L'offense des Nets va être supérieure à la défense des Sixers. Pour moi, je ne vois pas Doc Rivers contrecarrer les plans de Steve Nash et de son staff, de contrecarrer les plans de Brooklyn. Même si les Sixers ont de quoi peut-être contenir Kevin Durant, James Harden ou Kyrie Irving un minimum, je pense que Joe Harris peut faire mal derrière. Et voilà, et si Joe Harris fait mal derrière, va falloir contenir Joe Harris et du coup les trois vont faire mal derrière. Je vois pas les Sixers trouver la solution défensivement face aux Nets et je vois les Nets dans l'euphorie et puis dans la continuité de leur série face aux Bucks, je vois les Nets s'imposer cette fois-ci 4-2 pour glaner leur place en finale NBA. Ouais, bon, ça reste un peu dans la même optique et dans la même vision que j'ai, hein. Du coup, une victoire des Nets, mais pas facile, hein, mine de rien, Benzi. Oui, clairement, une victoire des Nets pas facile, avec un match de moins que face aux Bucks, 4-2. Mais je vois pas les Sixers éliminer les Nets pour autant, de mon côté en tout cas. Bon, tout ça nous amène à la grande finale NBA, hein, dont on imagine, Bendy et moi, que l'adversaire probable, ce devrait être les Los Angeles Lakers, ça, n'est-ce pas, Bendy? Oui, clairement, on s'est mis d'accord avant la vidéo, dans notre prédiction, dans cette optique, dire que les Los Angeles Lakers seraient en finale NBA à l'Ouest face aux Brooklyn Nets, du coup, en fin de saison. Pour cette opposition, on a un gros problème pour Brooklyn, c'est Anthony Davis. Tu t'es tapé Joel Embiid, tu t'es tapé Giannis, tu t'es tapé Sabonis et Turner, mais là, c'est encore un cran au-dessus parce que c'est un Anthony Davis qui va monter en régime au fur et à mesure de la saison et t'as un LeBron à côté de lui surtout. Giannis n'avait pas une superstar comme LeBron à côté de lui, là t'as Anthony Davis et LeBron à gérer. Et en fait les deux, leur relation est tellement saine, leur duo respire tellement la victoire, l'aura de LeBron, vraiment c'est... Anthony Davis et LeBron, en fait, c'est un trio dans un duo pour moi. Ils peuvent limite compter pour 3 tellement que leur relation est saine et tellement que leur alchimie est incroyable. Je trouve pas de duo plus parfait en NBA. Pour moi, que ça soit au niveau du banc, que ça soit au niveau de la défense, je pense que la défense des Lakers va prendre le pas sur l'attaque des Nets. Je pense que le coaching des Lakers va prendre le pas sur le coaching des Nets et même du côté du banc. Même si Anthony Davis n'est pas sur le terrain, il y a Montrezl Harrell, il y a Marc Gasol avec son cul basket qui peut déranger Brooklyn et là à l'intérieur ça va faire très mal et je sais pas si le secteur extérieur des Nets compensera la faiblesse intérieure qu'ils ont. Et ben au final, on a un peu le même bilan. On voit quand même les Lakers remporter cette série et remporter pour la deuxième fois consécutive en back-to-back le titre NBA. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Lakers sont plus complets en fait. L'attaque est à peu près semblable à celle des Nets, mais c'est vrai que défensivement, voilà, c'est plus costaud que les Nets. LeBron, on a compris que cette année, il était encore une fois là pour remporter un titre. Anthony Davis, c'est le parfait lieutenant pour lui. Les joueurs qui sont autour de ce duo-là, ça fit parfaitement en fait. Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, Talen Horton-Tucker, Alex Caruso, Marc Gasol aussi. Oui, puis Kentavious Caldwell-Pope, etc. En fait, t'as que des joueurs, que ça soit dans le 5 titulaire ou en sortie de banc, qui sont capables de défendre aussi. Et c'est ce qui manque à Brooklyn. Et c'est ça qui risque de leur porter préjudice. Moi, je vois un 4-2 pour les Lakers sur cette finale NBA. Même si les Nets ne remportent pas le titre cette année, peut-être que l'année prochaine, ça peut être le cas. Oui, clairement, peut-être que l'année prochaine ça pourrait être le cas. De toute manière, c'est un projet à court terme, les Nets. C'est soit cette saison, soit la saison prochaine. Kevin Durant, on l'a dit, 32 ans. James Harden, pareil. James Harden, il lui reste 1 an de contrat à partir de l'année prochaine. Ça sera sa dernière année. Donc voilà, c'est un projet à court terme. Imaginons que les Nets, malgré tout ce qu'on vient de dire, créent la surprise, nous surprennent et nous mettent un petit peu sur le cul, si je puis dire, et remportent le titre NBA. Comment ça pourrait se passer face aux Lakers? Qu'est-ce qui amènerait ce succès des Nets et qui pourrait être le MVP des finales pour toi? Pour moi, le MVP des finales, ce serait l'artisan principal de justement des 4 victoires probables des Nets dans cette hypothèse-là. Donc pour moi, ce serait James Harden. Pourquoi? Parce que ce serait le joueur le moins bien défendu. Ce serait le joueur qui aurait le plus d'impact offensivement. Voilà, jouer en isolation, quand t'as en face Caldwell-Pope ou Caruso ou Horton-Tucker, ça reste quand même plus simple que d'avoir LeBron en face ou d'avoir AD en face. Donc pour moi, ce sera l'opposition la plus simple. Donc isolation, ou ça peut être après même au niveau de la distribution et de l'organisation, ce sera lui le chef d'orchestre en fait de cette équipe des Nets. Et donc pour moi, le MVP des finales, même si Kevin Durant va inscrire sa moyenne habituelle de 25 points à peu près par match, moi je pense que James Harden doit être celui déjà qui doit inscrire au minimum 30 points par match si les Nets ils veulent espérer remporter des victoires et donc remporter ces playoffs. Oui, bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où nous, on y a déjà réfléchi en off. On s'était dit déjà pas Kyrie Irving en MVP des finales. On voit mal Kyrie Irving être MVP des finales et pour nous, ça sera soit James Harden ou soit Kevin Durant parce que
de une, c'est quand même la franchise de Kevin Durant. Donc pourquoi pas KD des deux côtés du terrain, monstrueux, défensivement impact non négligeable, offensivement l'arme offensive qu'on connaît, et pourquoi pas James Harden parce que ça serait peut-être un des joueurs les moins bien défendus et l'esprit revanchard, le seul joueur qui n'a pas eu de bague et qui veut sa bague absolument. Donc pourquoi pas. De toute manière là, dans l'optique où les Nets remportent le championnat, le MVP des finales, tu le donnes soit au joueur le plus complet des deux côtés du terrain et qui a eu un impact défensif non négligeable et qui a été clutch des deux côtés du terrain, qui est Kevin Durant, ou soit tu le donnes au joueur qui aura organisé et orchestré absolument tout le jeu et qui aura tout fait, qui aura scoré, qui aura créé les points pour son équipe, qui est James Harden. Eh ben écoute Bendy, je pense qu'on a fait le tour en tout cas de cet overcast là, qui aura été quand même assez long, mais en tout cas j'espère pour ceux qui nous écoutent que ça leur a plu et qu'ils ont fait une opinion sur l'équipe que les Nets peuvent devenir. Donc voilà, c'est la fin. Bendy, dernier mot pour toi? Oui, bah clairement c'est la fin, ce fut éprouvant, ce fut long, ça sera un format un petit peu plus long vu qu'on est deux et puis que les Nets ont une hype monstrueuse, hein. Mais voilà, on est content d'avoir fait ce podcast, je suis content de l'avoir fait avec Camille, c'était un bon moment. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre opinion, vous aussi, en commentaire ou sur notre Twitter, à @l'OvertimeNBA. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Allez, à la prochaine tout le monde, ciao ciao. Half court heave, a prayer at the buzzer. Oh! He hit!